Non, c'est cool, merci. Bonjour le meilleur public du monde. Ça marche à chaque fois, vous êtes si naïfs, mais je vous aime fort. Il y a même des gens derrière. Alors, bon appétit à ceux qui mangent, bonne digestion à ceux qui ont mangé, bon courage à ceux qui vont faire 2 jours et demi de queue pour avoir des fouets. Je suis donc musicien, mais pas que, vidéaste, curieux, passionné. J'ai pas fait beaucoup d'études dans le domaine de la musique, je suis plutôt autodidacte, donc je vais pas vous faire une conférence, comment dire, traditionnelle. Je vais la faire parce que, avec mon petit parcours de musicien, j'ai eu des réflexions et puis j'ai fait des petites recherches pour me dire comment est-ce qu'on en est arrivé là pour faire la musique d'aujourd'hui. Et souvent, quand on parle de la diversité musicale à travers le monde, à travers les âges, on invoque des raisons culturelles. Mais moi, je suis là pour parler des raisons technologiques. C'est pour ça que le titre est un peu pompeux, parce que ça parle d'outils de la musique. Les outils, bon, les technologies, c'est des grands mots, mais en gros, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne les instruments, les techniques d'enregistrement et les techniques de diffusion. Il est évident que ces instruments, ces techniques influencent le travail des compositeurs. Pourquoi? Parce que quand on a un quatuor à cordes sous la main, alors c'est magique, vous allez voir, il va se passer plein de trucs où je dis quelque chose et hop, on l'entend. Quand on a un quatuor à cordes sous la main, on ne compose pas la même musique que lorsqu'on a une batucada. Ça paraît évident dit comme ça. Et c'est pourtant... Bon, ouais, ils font du bruit quand même les Brésiliens. C'est pourtant fondamental dans ce que je vais vous expliquer. J'ai pris des petites notes. Qu'est-ce qu'un musicien? Je veux dire, à part un chômeur. Techniquement, concrètement, je suis chômeur, hein, intermittent, voilà. Qu'est-ce qu'un musicien? Un musicien, c'est quelqu'un qui aime jouer. Qui aime jouer et qui joue avec des petits jouets qu'il a à sa disposition. Et comme on ne joue pas pareil avec un volant de badminton ou un ballon de foot, on ne joue pas pareil avec un violon ou avec une batucada. L'évolution des instruments de musique, on va la voir dans un second temps, mais d'abord, je vais vous parler très rapidement des différents styles musicaux selon les différentes régions. Donc on parle de musique folklorique. Un instrument, ça fait une note, ou pas, il y a aussi des percussions, enfin bref, il y a tout un débat, mais on s'en fout. La différence d'un instrument à un autre pour jouer la même note, c'est ce qu'on appelle le timbre. Donc il y a différents timbres d'instruments, je vais vous donner des petits exemples tout de suite. Mais avant de rentrer dans le détail, je voudrais savoir, un peu évaluer votre niveau de connaissance, quels sont, c'est un quiz, alors vous pouvez gagner votre poids en fouet. Oui, c'est très facile. La personne qui gagne ce quiz ira directement donc à la restauration. Il faut dire un mot de passe que je vais vous donner, c'est « J'ai voté UPR au premier tour ». Si vous dites ça, vous avez votre point en fouet. Bref, quelles sont les 3 grandes familles d'instruments de l'orchestre? Alors les cuivres, non. Les vents, voilà. Les cuivres, ça fait partie des vents. Dans la famille des vents, on a les cuivres et les bois. Ensuite, on a les cordes, exactement. Et la troisième, j'ai entendu, c'est les percussions. Les cordes, il y en a différents types. Il y a des cordes qui sont frottées, comme le violoncelle. Il y a des cordes qui sont pincées, comme la guitare. Et il y a des cordes qui sont frappées, comme le piano. Oh, vous êtes au taquet, ça fait plaisir. Les cuivres, on a donc les bois... les vents, on a donc les bois et les cuivres. Et les percussions, on a les percussions chromatiques et les percussions qui ne sont pas chromatiques. Donc les percussions qui font des notes, entre guillemets, comme le xylophone, le glockenspiel ou la forge. Et les percussions qui font plutôt poum-tchak, comme le tambour, la grosse caisse, etc. Un petit quiz encore, ça continue, parce qu'on a plein de fouets à faire gagner aujourd'hui. Quel est l'instrument de l'orchestre traditionnel le plus récent? Piano, non. Le saxophone! Bravo, qui a dit ça? Eh, yeah! Asselineau, UPR, voilà. Saxophone qui a été inventé par Adolphe Sax. Ah oui, à l'époque, Adolphe, c'était un prénom très à la mode. Adolphe Sax, qui était belge, il l'a inventé en 1846. Alors, on l'a vu, il n'y a pas 36 façons de faire du son. Soit on tape sur des cordes, soit on les frotte, soit etc. Soit on tape sur des pots, soit on... Oh là là, je suis perdu avec cette liseuse, je vais revenir en arrière. En revanche... Oui, merci Thomas Hercouet de m'avoir prêté sa liseuse. Bon, on peut l'applaudir. Prenons des exemples très concrets pour vous montrer que même dans une même famille, c'est-à-dire les cordes pincées, on peut avoir des sons très différents. Cette conférence va durer 2h30, j'en suis vraiment qu'au début. Le timbre d'un instrument va lui donner une couleur particulière. Et le compositeur qui a cet instrument à disposition ne va pas faire la même chose s'il a par exemple une harpe sous la main. Donc c'est les cordes, hein. On frotte avec les doigts, c'est très doux. Ouh, bon, c'est
très joli, mais je dois m'arrêter ça, c'était Debussy. Ou alors, un koto. Koto, qui est un instrument traditionnel japonais. C'est quasiment la même chose, hein. C'est des cordes tendues qu'on pince. Ça sonne pas du tout pareil. C'est beaucoup plus métallique, c'est beaucoup plus boisé. Et donc on va composer différentes choses. Autre exemple de différence culturelle, on ne compose pas pareil lorsqu'on a un dulcimer. Dulcimer, c'est des cordes sur une boîte en bois, c'est un instrument traditionnel irlandais. Ou lorsqu'on a l'équivalent tahitien, le ukulélé. Différence de son, différence de composition. Avance, petite liseuse. Dernier exemple, les flûtes, donc là les bois. Ouais, je suis fatigué, on a fait la fête tard hier. On ne compose pas pareil lorsqu'on a un alors attention, shakuhachi, flûte japonaise. Ah, tout de suite ça vous met dans le truc, hein. Si vous n'avez pas dit, vous allez dire ah ouais, Japon, je connais. Et là vous allez me dire, ça vient d'où ça? Irlande. Ah, ça marche avec vous ça. Ça c'est l'Irish Rhythm. Bref, hop, vous avez compris mon propos. Tu te tais maintenant, la petite flûte. Vous avez compris mon propos. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une évolution historique. Là, on a fait une espèce de petit panorama des instruments folkloriques. C'était vraiment quelques exemples. Je vais prendre un exemple qui est très marquant, c'est l'histoire et l'évolution de la guitare et comment cette évolution a engendré de nouveaux genres musicaux et de nouvelles pratiques. La guitare, c'est un instrument qui a plusieurs origines, qui remontent à très loin, 4000 ans d'évolution technologique. Il y a des ancêtres, il y a des cousins, donc on parle du luth, on parle de la sitar, le tambour, qui est un piège, hein, parce que le tambour avec un U circonflexe, c'était l'équivalent de la guitare chez les Ottomans et les Égyptiens notamment. Puis on arrive donc au luth, le luth qui vient de l'espagnol laud, qui vient lui-même de l'arabe al-haud, je prononce très très mal, qui signifie le bois, et qui va arriver en Europe, et les Européens ils vont faire un truc, ils vont rajouter des frettes. Alors qu'est-ce que les frettes? Ce sont des petites barres en métal qui sont sur le manche et qui vont permettre de délimiter des demi-tons ou des tons. Au début il n'y en a pas beaucoup, et puis ça va, plus on va rajouter des frettes. Bref, je fais un grand bond dans le temps, je vais vous faire écouter ce qu'on appelle la guitare baroque. C'était donc... Non, pas du tout, ça c'est la harpe. Ça c'est un exemple de guitare baroque, c'était de la musique de la Renaissance, et on est en présence d'un instrument qui a quatre paires de cordes, donc 8 cordes, qui sont à l'unisson. 4 paires, vous savez que la guitare aujourd'hui a 6 cordes. Ça va arriver progressivement, ne soyez pas trop impatients s'il vous plaît. On va rajouter une 5e puis une 6e, et ce qui est intéressant c'est que la légende attribue la 6e corde de la guitare à un certain Antonio Giacomo Stradivari. Vous connaissez les violons Stradivarius, j'imagine, et donc c'est ce même type, un génie. La guitare évolue, et au 19e siècle, elle se stabilise dans sa forme actuelle, qui est la guitare classique, comme on a notamment dans la culture espagnole, on y revient, le flamenco entre autres, et pas que, la musique classique, donc jouée à la guitare. La guitare voyage, elle arrive aux États-Unis, et là il y a, hop là, Martin, un monsieur Martin, qui va décider d'ouvrir cette guitare, vous voyez tous à quoi ça ressemble, et il va fortifier la caisse de la guitare et mettre 2 barres en métal en X, qu'on appelle donc le X-Brace, qui va permettre d'avoir une caisse de résonance plus résistante, et on va pouvoir mettre des cordes en métal, puisque l'instrument que vous avez entendu avant, c'est des cordes en nylon, ouais, métal. Et les cordes en métal vont changer profondément le son, et donc les possibilités. Je suis perdu, mais je pense qu'on est à peu près par là. Ça, c'est une guitare dite folk. C'est le même instrument que tout à l'heure, quasiment. Il y a juste un petit truc à changer, ça change tout et ça ouvre des possibilités. Là, par exemple, en plus, c'est quelqu'un qui tape sur la guitare, vous entendez, voilà, on peut taper dessus, c'est plus résistant, ça crée des nouvelles possibilités, ça ouvre tout un champ de possibles. Et puis, les Américains, toujours, qui ne sont pas à l'abri d'une bonne idée, vont prendre des cols de bouteille, bottleneck, des coups de bouteille, enfin le haut d'une bouteille, ils vont mettre leurs doigts dedans, titre, et vont commencer à faire ce qu'on appelle la technique de la guitare slide. Nouvelle possibilité, nouvelle musique. Guitare slide, vous voyez, vous allez entendre. C'est couler entre les notes, parce qu'avec les frettes, normalement, on ne peut pas faire ce genre de couler si on fait ça simplement avec les doigts. Ouh. On peut même aller plus loin, il y a des gens qui sont fous, ils ont mis 12 cordes sur une guitare. Alors la guitare 12 cordes, vous connaissez tous cet instrument parce que vous connaissez tous ce morceau. Ça c'est une... Oh, du son, allez hop,
fait plaisir. Ça, c'est une guitare à 12 cordes. Ça enrichit. Voilà, ça permet plein de nouvelles possibilités. Mais, je coupe pas, je suis désolé, ça va être hyper frustrant. Excusez-moi, mais ça va être hyper frustrant parce que là, on va commencer à rentrer dans le rock'n'roll. La révolution de la guitare, c'est l'électrification. Alors, je vais aller très vite là-dessus parce que je suis déjà très en retard. Thomas Hercouet m'a mis tellement de blagues dans ma présentation, j'aurais vraiment dû jamais lui laisser accès. Donc, il y a marqué la révolution électrique, le kazoo, non, je déconne. Alors, on a un type qui s'appelle Rickenbacker, qui est suisse, et qui en 1931 va faire le premier prototype de guitare électrique. À l'époque, c'est très moche, c'est un manche avec une grosse boule en plomb. Le surnom de cette guitare, c'est la frying pan, donc la poêle à frire. On a l'idée, mais c'est pas très pratique, c'est pas fou, donc c'est un prototype qui va pas forcément donner suite, mais en tout cas inspirer les suivants. À l'époque, la guitare n'était donc pas électrifiée, donc pas amplifiée. Il y avait des guitaristes dans les orchestres de jazz, et c'était un instrument qui faisait de l'accompagnement, et on faisait de la guitare rythmique, parce que de fait, on ne pouvait pas rivaliser en termes de puissance acoustique avec la trompette, le saxophone, la clarinette, donc on se contentait, entre guillemets, de faire gling-gling dans un coin. Mais il y a des gens, par exemple un certain Gibson, qui va créer un ampli, et puis il y a un autre gars qui s'appelle Lester William Polsfus, Les Paul, exactement, qui va acheter une guitare chez Epiphone. Donc c'était à l'époque une guitare ouverte avec un creuse à l'intérieur, hollow body comme on dit. Il va la scier, parce qu'il c'était un fou. Il va prendre une bûche de pin, une bûche de 10 cm sur 10 cm, et puis qu'ils aient à peu près la longueur de la guitare. Il va mettre des micros électromagnétiques dessus, il va reconstituer le tout, et il va inventer très tranquillement la guitare électrique. Le modèle est, à la base j'avais prévu des images, le modèle est très drôle, vous pourrez taper The Log, donc la bûche en français, c'est le nom de cette guitare, elle est visible sur Google Images et c'est très drôle. On a aussi un certain Leo Fender qui en 1951 va inventer la Telecaster, et ce qu'il va faire, c'est faire une guitare pleine, une guitare avec du bois, pas creuse, et cette densité de matière va permettre d'avoir plus de sustain, c'est-à-dire de faire des notes plus longues. Ça va donner beaucoup de possibilités, nouveaux instruments, nouveaux sons de mano, comme dirait Thomas Hercouet, qui a donc pimpé ma conférence. C'est à cette époque-là, donc le blues existait déjà avec la guitare acoustique, folk. C'est à cette époque-là que va apparaître le rock'n'roll, puisque lorsqu'on amplifie la guitare, on peut faire des solos. Donc on passe d'un instrument d'accompagnement à un instrument de soliste. Et quand on électrifie le signal, on peut mettre des effets dessus, comme par exemple la distorsion. Alors la légende raconte que c'est un groupe qui était en tournée, et dans le van, et bon, la route était peut-être sinueuse, ils avaient leur ampli, et leur ampli s'est cassé la gueule, et donc ils le voient en ouvrant le van, mince et tout, ça marche, je sais pas, branche-le. Ils le branchent, et là, gros bruit, ils jouent de la guitare dedans, c'est distordu, c'est-à-dire c'est saturé, c'est trop fort, mais oh là là, en fait, ce genre de son, c'est pas mal. Vas-y, balance un peu de son là, c'est nice. Ça va être très frustrant parce que je vais l'arrêter. Ouais, je l'arrête maintenant. Ouais. Soyez sympa parce que sinon la conférence va vraiment durer 8 heures. C'est pas grave. On bougera pas. Ouais. Il y a des gens qui vont commencer à inventer des effets, notamment des pédales d'effet. Alors je vais passer rapidement sur les plus connus pour vous montrer un petit peu comment ça sonne. On avance dans le temps, donc on quitte Chuck Berry, on va aller voir Isaac Hayes, avec notamment ce morceau Shaft, et l'effet que vous allez entendre s'appelle la wah-wah. C'est un filtre qui est appliqué sur les fréquences du son. On va bloquer certaines fréquences, puis d'autres, avec le pied. Ce truc là qu'on entend derrière. Ça c'est simplement les cordes jouées sans faire de notes. Et il joue avec son pied sur la pédale d'effet wah-wah. On a aussi le trémolo qui va être inventé à l'époque. Le trémolo, c'est une variation du volume. Fort, pas fort, très rapide, comme par exemple sur ce morceau que vous connaissez tous. Là, ce petit truc chevrotant. Vous voyez ? Un nouveau joujou pour les musiciens. On avance dans le temps et on va aller du rock au hard rock. Ouais, c'est la conférence la plus énervante du monde. Alors là, je sais qu'en plus, le morceau d'après, vous allez détester le moment où je vais l'arrêter. On va parler du phaser. Le phaser, c'est un effet de balayage des fréquences.
Sauf que là, plutôt que de les couper, on va les mettre très fort d'un coup, donc ça va faire en gros un effet qui fait... Écoutez bien la batterie de ce morceau que vous connaissez peut-être. Vous voyez, ça c'est du phaser. On a la disto sur la guitare. Essayez de faire la même chose avec une guitare flamenco. Bon courage. Ça marchera forcément moins bien. L'effet chorus, vous allez détester le moment où je vais arrêter ce morceau. L'effet chorus, c'est aussi un effet de phase sur les fréquences. C'est le truc qui flotte un peu là. Hop là. Et ça va être de pire en pire puisqu'on va aller du hard rock au métal. Puisqu'il y a des gens qui vont encore aller plus loin dans la surenchère, plus de bruit, plus de volume. On va faire ce qu'on appelle l'octaveur. L'octaveur, ça permet de doubler les octaves de la musique qu'on est en train de jouer. C'est-à-dire que on grossit le son encore plus, toujours plus, comme par exemple dans ce doux morceau. Désolé, hein, mais... Ah oui, bah oui, c'est ça. Hein. Essayez de faire ça avec un luth. Bon courage. Dernier effet que je voudrais évoquer avec vous pour montrer donc les nouvelles possibilités que permet la technologie, la pédale whammy. Whammy, c'est quelque chose qui joue au pied et qui permet, avec le pied, de faire des variations de tonalité. Comme par exemple dans le solo de ce morceau qui est pas très connu. Et c'est frustrant, je sais, mais c'est la vie. C'est pas fini, parce qu'il faut que j'avance, à la fin j'ai du PNL à vous passer. Alors, voilà en gros pour l'exemple de la guitare qui est transversale. Je vais parler très rapidement des autres instruments qui ont connu une électrification, avec plus ou moins de réussite, mais ce qui est intéressant, là, vous allez voir, c'est le détournement qu'en ont fait les musiciens. On a voulu imiter le piano, donc on s'est dit, il faut faire un piano électrique. Il y a un modèle qui est sorti, qui s'appelle le Wurlitzer, qui est sorti au milieu des années 1954. Un piano, en gros, schématiquement, ce sont des marteaux avec une petite couche en bois, avec du feutre, qui vont aller taper des cordes, qui vont résonner sur du bois. Quand on a voulu électrifier tout ça, on s'est dit, bah, on va taper des petits marteaux sur des lames en métal, et puis peut-être que ça va faire le même son. Pas du tout. Évidemment, pas du tout, ça n'a pas fait le même son. Par contre, en voulant imiter le piano, on a créé quelque chose de très intéressant. Écoutez le Wurlitzer, vous connaissez forcément Supertramp. C'est ce son-là. Donc c'est pas un piano classique, là, on n'est pas sur du Debussy, mais les musiciens se sont dit, bah attends, j'aime bien ce son, je vais en faire un truc. Hop là. Ah oui, non, mais je suis vraiment désolé, hein, mais c'est parce que... Oui, je suis désolé. Si vous voulez, j'arrête là, hein. Alors, il y a un autre type qui va vouloir imiter le piano qui s'appelle Harold Rhodes. Vous connaissez sûrement, peut-être que vous avez déjà entendu parler du Fender Rhodes. Harold Rhodes, il était militaire, et il a été embauché pour remonter le moral des troupes et aller se balader avec son petit piano électrique. Il avait un petit prototype pour aller voir Ouais, titre aussi, ça marche. Il avait donc son petit prototype de piano qui trimballait partout pour aller remonter le moral des troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lui, il avait carrément fait son prototype avec des lamelles d'acier qu'il avait récupérées sur les bombardiers B-17. Et c'est comme ça qu'on passe, sans transition, de la guerre aux Doors. Ce petit son. Voilà, vous connaissez tous ce trou. C'est un piano qui est raté, mais c'est un instrument nouveau qui est réussi. On avance, on va passer au mélotron. Le mélotron, c'est le premier échantillonneur, c'est-à-dire, quand on appuie sur une touche sur cet instrument, il y a une bande magnétique, un peu comme sur une cassette, qui est lue par une tête de lecture. Donc en fait, le bordel, c'était un clavier et un meuble à côté, avec plein de bandes magnétiques. Et ils avaient enregistré des violons, ils avaient enregistré des flûtes, ce genre d'instruments, et c'était censé donc être un orchestre à portée de main. Sauf qu'à l'époque, on est dans 1948, les techniques d'enregistrement n'étaient pas hyper fidèles, et donc la qualité est pas folle. Alors ça, c'est les violons. Ouais, pourquoi pas. Ils ont fait également des flûtes. Alors les flûtes, c'était pas très réussi, mais il y a des groupes qui se sont dit eh, j'aime bien ce son, je peux peut-être en faire un truc, comme par exemple eux. Ça, c'est les flûtes du mélotron. Eux, c'est les Beatles, donc, et le Strawberry Fields, ils ont popularisé cet instrument, qui a été repris. C'est aussi au début de Stairway to Heaven, il y a une intro à la guitare, et on entend derrière l'instrument qu'on entend, c'est du mélotron avec des flûtes. Le clavinet, c'est un autre exemple de copie ratée, mais en même temps d'invention réussie.
Il y a des gens qui se sont dit, ah, le clavecin c'est sympa, mais c'est pas facile à transporter, ce serait bien de faire un clavecin électrique pour jouer de la musique classique. Donc Honor D6, voilà, c'est le D6 de chez Honor, c'est le clavinette, c'est connu comme ça. C'est raté en termes d'imitation de clavecin. Il y a quelque chose, hein, mais on n'y est pas. Par contre, c'est réussi lorsqu'on veut faire ce genre de son. Voilà. Ah oui, donc je vais le laisser un peu parce que je vais parler dessus, c'est d'accord. Vous voyez, on n'est pas sur du Bach ou du Mozart, mais ça crée des possibilités. Et donc cet instrument qui a été inventé pour la musique classique a été repris dans le funk et dans le reggae énormément. J'avance, je change d'instrument, je vais essayer d'aller vite, mais j'ai vraiment perdu tellement de trucs. Ah non, je ne vais pas faire de modification. Oh là là, panique. C'est bon. Je suis allé beaucoup trop loin. Je voulais vous parler de l'orgue électrique. Arrêtez avec vos titres, là, ça suffit maintenant. L'orgue électrique, donc vous connaissez l'orgue d'église, qui est un instrument majestueux, très très grand, et donc la version électrique, elle est pas mal aussi, mais c'est un peu plus petit comme son. En revanche, c'est très intéressant pour faire, je suis perdu, mais je pense que c'est à peu près ce genre de son. Bon, attendez, ça va être très utilisé dans le blues, soul, R&B, gospel, etc. Ça, c'est l'orgue Hammond B3. Hop là, ça c'est bon, j'ai spoilé. J'avance très vite. On va arriver au premier synthétiseur, aux instruments qui synthétisent. Alors, je vous ai dit, il n'y a pas 36 façons de faire du son. On peut taper sur des cordes, souffler, machin. Il y a une nouvelle façon, c'est l'électricité. On va pouvoir générer des formes d'ondes qui font du bruit. L'ancêtre du synthétiseur, ça s'appelle les ondes Martenot. Ça a été créé par un Français, Maurice Martenot, en 1928. Et c'était dans la continuité du thérémine qui avait été inventé en 1919. Il y a un exemple d'onde Martenot que vous connaissez peut-être, c'est dans les Beach Boys. Vous allez voir, écoutez, c'est le truc derrière. Pas du tout, ça c'est Kraftwerk. Très haut. C'est assez marrant à voir, allez voir sur Google Images, ça se joue avec une bague sur le doigt et ça se coulisse le long du piano, c'est rigolo à voir. Des ondes Martenot, on va passer au synthétiseur. Là je suis en train de faire un bond dans le temps, il y a beaucoup d'inventions qui ont été faites, mais il faut aller de l'avant. Le synthétiseur, ça a été popularisé notamment dans les années 70. Une des œuvres fondatrices, c'est ce que je vous avais entendu juste avant, c'est Kraftwerk. Ça, pour le coup, c'est complètement nouveau. C'est des instruments, c'est un champ du possible qui s'est ouvert, c'est une vraie révolution, au moins aussi forte que la révolution électrique. Et puis, pour le kiff, on va se mettre un petit peu de Van Halen. Pour bien écouter, le synthétiseur, c'est aussi ça. Spéciale dédicace aux fans de l'Olympique de Marseille. Nouveau joujou, je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. Nouveau joujou à disposition des musiciens, l'arpégiateur. L'arpégiateur, c'est quelque chose qui va faire des répétitions de notes selon des patterns qui vont être déterminés à l'avance. La musique devient purement informatique, électronique, et donc, avec ces systèmes de répétition, on peut atteindre un état de transe et quelque chose qui est nouveau. Donc on a Giorgio Moroder qui a collaboré avec Donna Summer sur ce morceau. 5 minutes, c'est cool. Vous voyez que c'est quelque chose qui est nouveau dans le paysage. Et ce qui est rigolo, encore une fois, c'est le détournement et les accidents. Il y a eu un accident d'arpégiateur qui est très connu, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui était en train de jouer, et puis ils ont appuyé sur une touche sans faire exprès. Ça a complètement décalé le bousin, et ils se sont dit attends, on garde. Ce groupe s'appelle The Who. Là tout va bien. Écoutez. Hop. Là c'est l'erreur involontaire, mais qui va rester, et ça a fait un énorme classique. Je coupe avant que ça parte, parce que sinon ça va être pire. Avançant sur l'électrification des instruments, on s'était pas encore trop essayé à imiter des batteries en version électronique. Eh bien, Roland, la marque Roland, a corrigé le tir en inventant en 1982 le Roland TR-808. C'est censé imiter une batterie, alors je vous montre une batterie, ça ressemble à ça. Voilà, batterie classique, on voit tout ce que c'est. Et maintenant, la version de batterie par Roland. Alors, vous, ça vous parle, parce que vous connaissez tout ce qui s'est passé depuis, et ça, c'est le genre de son qui cartonne maintenant. Ça, c'est le genre de son qui est la base de la trap et du rap, et ça a été aussi très important dans les années 80 dans l'invention de la musique électronique. Mais à la base, écoutez quand même... C'est pas tout à fait pareil.
Mais bon, un nouveau joujou pour les musiciens. Je vais changer de registre très rapidement pour vous parler de l'électrification de la voix. J'aurai pas le temps d'aller au bout, mais je vais aller très très vite. On a inventé le micro dans les années 1870, Émile Berliner pour être précis, en 1877. Le micro, c'est un système qui permet de transmettre un signal acoustique en un signal électrique qui peut par la suite être retransformé en un signal acoustique à travers un système d'enceinte. Bref, le micro ça existe et au début c'est fait pour de la captation, c'est-à-dire que c'est fait pour enregistrer des morceaux, les restituer, mais pendant des dizaines d'années, personne ne va l'utiliser sur scène. Et il y a un type qui s'appelle Jean Sablon. C'est là que je pourrais la couper sans que personne ne râle. Jean Sablon, c'était une star dans les années 20 en France. On a retenu Tino Rossi, mais Jean Sablon était très important. D'ailleurs, ce morceau a été coécrit par Charles Trenet lui-même. Et ben Jeannot, il en avait marre. That's my man. Jean Sablon, il en avait marre Jeannot, il en avait marre de se casser la voix sur scène. Et surtout, sur scène, il pouvait pas reproduire ce qu'il faisait là. Ce que vous avez entendu là, c'était très doux. En revanche, quand il fallait chanter devant beaucoup de monde, il fallait juste envoyer. Donc, soit on chantait dans une petite salle, ça allait, et quand il y avait un grand théâtre, on était obligé d'utiliser des techniques vocales particulières qu'on appelle le chant lyrique. Vous connaissez tous l'opéra, c'est pas tout à fait le même délire que Jeannot. Donc, Jeannot, il va se pointer sur scène, il va prendre un micro, et là, les gens vont dire « Au bûcher! Jeannot, t'as pas de voix, tu sais pas chanter !» On l'appelait le chanteur sans voix. Vous avez vu, c'était une grande star, et d'un coup, la déchéance. Quel scandale, Jean Sablon chante dans un micro, vous vous rendez compte? C'est fou, moi jamais j'oserais faire ça. Et Jeannot, il va en avoir marre, il va partir un petit peu s'exiler aux États-Unis. Et d'ailleurs, Frank Sinatra reprendra très vite cette façon de chanter. Bref, quand Jeannot revient à Paris, je sais plus dans quel concert, dans quelle salle c'était, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait son premier morceau a cappella, sans micro. Il a dit comme ça, oui, Bibi, il sait chanter. Et après, il a dit, maintenant c'est fini, je vais prendre le micro et là, je vais chanter comme je le veux. Mais ça a quand même mis du temps avant de rentrer dans les mœurs. Parlons rapidement d'enregistrement, puisque j'étais sur la voix. L'enregistrement de la musique, c'est pas simplement une façon de restituer, ça a permis des nouvelles créations. En gros, vous voyez le théâtre, vous voyez le cinéma, c'est pas pareil, mais pendant des années, c'est comme si on s'était contenté de filmer, que le cinéma, c'était simplement filmer des pièces de théâtre. C'était ça la musique, on enregistrait des groupes qui jouent, et on les restituait telles quelles. Mais il y a des gens qui se sont dit, attendez, on peut être un petit peu créatif. Et il y a notamment des gens qui se sont bien fait. Alors je vais faire un petit quiz. Quelle est la particularité de ce morceau? More Than a Feeling de Boston. En même temps, je mets de la musique aussi vous parler, donc je ne pourrais pas vous entendre. A votre avis, quelle est la particularité de ce morceau? Il est pas mal, c'est une bonne réponse, mais c'est pas ça. Ouais. Il y a plusieurs prises différentes et même on peut aller plus loin. Il y a une seule personne. Une seule qui a fait tout ce morceau. C'est ce qu'on appelle l'enregistrement multipiste. C'est-à-dire qu'on pouvait enregistrer une bande, et puis on repassait sur la bande et on enregistre autre chose. Aujourd'hui, ça nous paraît hyper simple, mais c'était révolutionnaire. Il y a un des pionniers du multipiste, c'est Lester Paul Fuss, dans les années 50. On est passé de une piste à 2, puis à 4, puis à 8, puis maintenant à des centaines, voire une infinité avec l'informatique. Et ce qui a changé aussi, c'était le système de diffusion. On était sur un système de diffusion mono. Avant, vous voyez tous le gramophone, c'est un pavillon. Il n'y a qu'une seule façon de sortir le son. Mais avec la hi-fi, on a pu avoir 2 enceintes. Pourquoi 2 enceintes? Parce que 2 oreilles, tout simplement. Et ça a permis de renouveler la créativité. Et le studio est devenu un espace de création à part entière. Ce morceau des Beatles, si vous l'entendez, il est stéréo. Alors à l'époque, on faisait ce qu'on appelle du hard pan, c'est-à-dire qu'on mettait les choses complètement d'un côté ou de l'autre. Là, le tambourin, il sort que là-bas. Il sort ici, et donc voilà, on faisait des choix, on disait bon, la batterie à gauche, la guitare à droite, et puis le chant très au milieu. Mais c'était vraiment un nouveau terrain de jeu pour les musiciens, et les Beatles sont parmi ceux qui ont le plus expérimenté. Ils se sont tapés des délires, ils enregistraient des trucs, ils les passaient, ils les trituraient, ils les mettaient dans l'autre sens. Il y a un morceau qui s'appelle Tomorrow Never Knows, qui est incroyable, parce qu'il est hyper en avance sur son époque. Je fais juste écouter la fin, et vous imaginez, donc là en studio, ils étaient 4 derrière les machines, il y avait George Martin et d'autres ingé-sons, et en direct, ils mixaient, ils avaient préenregistré des bandes qui repassaient en boucle, donc c'était les premiers à faire du sampling. Il y a des trucs accélérés, il y a on entend une espèce de bruit de mouette, c'est le rire de Paul McCartney. Il y a un instrument il y a une bande orchestrale qui est passée à l'envers, écoutez ce joyeux bazar.
Voilà, plein de trucs. Ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. Et encore, c'était que le début, parce que maintenant, on est passé donc à l'informatique, et etc. J'aurais pas le temps de vous parler de l'évolution des formats. Il faut savoir que jusqu'à avant-hier, je pensais que ma conférence durait 1 heure, mais c'est pas grave. J'aurais pas le temps de vous parler de l'évolution des formats et comment elle a impacté la création musicale, mais en gros, pourquoi est-ce que les morceaux font 4-5 minutes? Il y a plein de raisons. Il y a le support de fixation. Au début, c'était 78 tours. Le 78 tours, c'était donc... Enfin, avant, il y avait les rouleaux de cire, mais bref, début des années 1900, le 78 tours, qui permettait simplement d'enregistrer 5 minutes sur chaque face. Et donc, on faisait des morceaux de 5 minutes. Après, on a créé le micro-sillon, le 33 tours, et là, 30 minutes sur chaque face. Du coup, on pouvait raconter ici une histoire en 60 minutes. Le 33 tours a permis l'invention du concept d'album. Et c'est Frank Sinatra qui a été un des premiers à se dire, bah tiens, je vais peut-être réfléchir à la façon, à l'ordre dans lequel je vais mettre mes morceaux pour raconter éventuellement une histoire. Et tout ça, ça a complètement changé, parce qu'on est passé après au CD et maintenant au streaming. Et la logique, elle est forcément différente. D'autant plus que, petit quiz rapide pour gagner votre point en fouet, je vous rappelle, quelle est aujourd'hui la plateforme privilégiée pour l'écoute de la musique selon vous? C'est YouTube, exactement. Donc aujourd'hui, on compose avec l'image et le son. Je fais encore, j'avance dans le temps parce que je voudrais terminer en passant du Booba et du PNL. La question que je me pose, c'est quel est le son d'aujourd'hui? Allez hop, 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 hop. Quel est le son d'aujourd'hui? Alors très rapidement, c'est un peu technique. Les grandes nouveautés que moi j'ai entendues, j'ai remarqué, ce sont des techniques donc d'enregistrement. Aujourd'hui, donc c'est acquis pour tous que dans le studio on ne fait pas ce qu'on fait sur scène. Et donc il y a une technique de mixage qui s'appelle le sidechain. Ça consiste à compresser le son, c'est-à-dire à diminuer, augmenter son intensité en fonction d'autres instruments. Bref, j'en parle, c'est flou, mais quand on l'écoute, on comprend mieux. Le sidechain, ça permet ce genre de son. Pas du tout. Cette espèce de pompe. Ça, c'est une nouvelle identité sonore qui est en train d'apparaître. Mais pas seulement. On a aussi ce qu'on appelle les techniques de pitch, et donc avec des contrôleurs MIDI un petit peu comme celui-ci, il y a toute une génération de musiciens qui connaissent absolument rien au solfège, et c'est vraiment pas grave. Ils prennent des instruments comme celui-ci, et ils s'amusent. Ce qu'ils font par exemple, c'est de découper une voix, et de la repasser à différentes hauteurs tonales. Donc vous connaissez tous le pitch. Ça, c'est pas la chanteuse évidemment qui a fait ça en studio. C'est l'un des aspects du son d'aujourd'hui, et le deuxième, c'est, j'y venais, l'autotune. Qu'est-ce que l'autotune? C'est un petit peu flou, donc je vais d'abord vous dire ce que n'est pas l'autotune. L'autotune, ça n'est pas du vocodeur. Le vocodeur, c'est une façon de moduler le son de la voix et des paroles en fonction du synthé. Le vocodeur, c'est ça. Le vocodeur, c'est donc ce que fait Daft Punk. L'autotune, ça n'est pas la talkbox. La talkbox, c'est un tuyau qu'on met dans la bouche et avec lequel on va moduler avec sa bouche, on va créer des sons, des voyelles, en fonction du son qu'on envoie d'un synthétiseur ou d'une guitare. La talkbox, par exemple, c'est ça. Ça arrive. L'autotune, c'est purement informatique. L'autotune, ça va consister à prendre une source sonore, comme par exemple une voix, à la découper en fonction des notes et à régler la correction jusqu'à avoir une précision mathématique. C'est-à-dire que normalement, quand on chante et quand on parle, il y a ce qu'on appelle un effet vibrato, c'est-à-dire qu'on est un peu au-dessus, un peu en dessous de la note, et il y a une variation qui est naturelle à laquelle on est habitué. Ben, l'autotune va corriger ça et tout aplatir pour que ce soit très droit. Donc c'est par exemple ce genre de choses. Au début, l'autotune, c'était un instrument de correction. C'était pour les chanteurs qui n'étaient pas très bons, ça permettait de corriger discrètement. Il y a un élément déclencheur, c'est le titre Believe de Cher dans les années 90, qui a fait connaître au monde entier l'autotune, mais il faut savoir que, un peu comme la tarte tatin ou la pénicilline, c'était pas fait exprès. Il y a l'ingénieur du son qui s'est gouré dans son réglage, et il a poussé le truc à fond, et Cher a écouté et a dit hey, c'est pas mal. Et du coup, c'est devenu un effet de mode, et aujourd'hui, ça fait partie du paysage artistique de 2018. Hein, c'est pas forcément ma cam, mais je respecte parce que je pense que c'est une innovation technologique qui a été encore une fois repris par les musiciens qui se le sont attribués et qui l'ont détourné. Ça permet de créer ce genre de son. PNL, puisque c'est PNL, ont pris le parti de transformer cet outil en un véritable argument une partie de leur création de l'univers musical. Tout ça pour dire, je suis allé très vite, mais bon, vous pouvez aller voir ma chaîne parce que je parle beaucoup de musique et de l'évolution et de composition.
On parle beaucoup de culture quand on parle de musique, mais les instruments, c'est aussi très important. La lutherie, l'art de créer des instruments, l'électronique, tout ça, ce sont des inventions qui font partie de la boîte à outils des musiciens. Et je pense que c'est aussi important de mesurer à leur juste valeur les pionniers que sont tous les gens que je vous ai cités, de Stevie Wonder à PNL, ils en font partie. Et ce sont des gens qui vont proposer quelque chose de nouveau, qui font qu'on ne se répète pas, qu'on ne se répète pas, qu'on ne se... Voilà. C'était du delay, c'était le dernier fait dont je voulais vous parler. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de festival et à très bientôt.